J'ai une seule question avant d'aller plus loin. La voix calme du juge résonna dans la salle d'audience. Jusqu'à ce moment-là. Mon ex-mari avait arboré le genre de sourire que l'on réserve aux billets de loterie et aux mains de poker gagnantes. Son costume gris de marque lui allait à ravir. Son avocat était assis à ses côtés, des dossiers empilés comme des trophées. Sa mère se tenait en arrière, les bras croisés, portant un collier de perles qui lui donnait, je ne sais comment, un air encore plus glacial. Elle me lança un regard et chuchota assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. Elle ne mérite pas un centime. Mon avocat tendit la main et pressa la mienne sous la table. Respirez simplement, murmura-t-il. De l'autre côté de l'allée était assis mon fils de 12 ans, Ethan. Il n'était pas censé être là ce jour-là. J'avais supplié ma sœur de le garder à la maison, mais Ethan avait insisté. Je veux savoir pourquoi papa se souvient soudain que j'existais. Ces mots m'avaient brisé le cœur la veille. Pendant près de 12 ans, son père avait traité les anniversaires comme des mardis ordinaires. Pas d'appel téléphonique, pas de matin de Noël, pas de match de Little League. Pas de concert scolaire, pas de visite à l'hôpital, rien. Mais dès que ma grand-mère a légué à Ethan 7 millions de dollars. Son père a soudain voulu reformer une famille. Le juge retira ses lunettes de lecture et regarda directement mon ex. Monsieur Dawson, dit-il calmement. Quand avez-vous contribué volontairement à l'avenir de votre fils avant d'apprendre qu'il avait hérité de ce fidéicommis? Silence. Un silence complet. La confiance disparut du visage de mon ex. Sa mère cessa de sourire. Même son avocat baissa les yeux vers la table. 6 semaines plus tôt. Je m'appelle Claire Dawson. J'ai 38 ans. Je vis près de Fort Worth, au Texas. Dans une modeste maison de 3 chambres qui sentait encore la peinture fraîche. Car Ethan et moi avions passé tout un été à la retaper ensemble après l'avoir achetée. Je travaillais comme responsable de bureau pour une entreprise de plomberie. Ce n'était pas glamour, mais cela payait l'hypothèque, l'électricité, les crampons de football d'Ethan, son appareil dentaire. Et chaque autorisation de sortie scolaire glissait au fond de son sac à dos. Chaque dollar gagné avait une destination avant même d'arriver sur mon compte bancaire. La vie n'était pas facile, mais elle était honnête. Et honnêtement, cela m'avait toujours suffi, sauf en ce qui concerne ma grand-mère. Ma grand-mère, Eleanor Brooks, avait passé la majeure partie de sa vie à bâtir une entreprise immobilière commerciale à partir de presque rien. Elle n'avait jamais étalé sa richesse. Si vous l'aviez croisée à l'épicerie, vous n'auriez jamais deviné qu'elle possédait des immeubles de bureaux dans 3 États. Elle conduisait une Lexus de 10 ans. Elle découpait des bons de réduction. Elle cuisinait des tourtes aux pêches maison chaque dimanche. L'argent n'avait jamais changé qui elle était. Il lui avait seulement permis d'aider discrètement les gens qu'elle aimait. Surtout Ethan. Elle adorait ce garçon depuis le moment où elle l'avait tenu dans ses bras à l'hôpital. « J'ai attendu toute ma vie de te rencontrer », lui avait-elle murmuré à la toute petite oreille. Et elle a tenu cette promesse. Chaque mercredi après-midi, après l'école, Ethan passait chez elle. Il plantait des tomates, jouait aux dames, faisait des mots croisés. Elle lui a appris à équilibrer un chéquier avant ses 10 ans. Elle a même insisté pour qu'il comprenne le fonctionnement des intérêts composés. L'argent est un serviteur merveilleux, lui disait-elle. Mais un maître terrible. Ces mots lui sont restés, à lui comme à moi. Mon ex-mari, Jason, lui, s'en fichait éperdument. Quand je suis tombée enceinte, Jason a été ravi pendant environ 3 semaines. Puis la réalité est arrivée, les couches, les rendez-vous chez le médecin, les responsabilités. Soudain, il a commencé à travailler tard. Puis il a commencé à disparaître les week-ends. Finalement, j'ai découvert qu'il ne travaillait pas tard du tout. Il menait une autre vie. Quand Ethan a eu 6 mois, Jason vivait déjà avec une autre femme. Le divorce a pris près d'1 an. Il a promis au tribunal qu'il resterait présent.
Il a promis une pension alimentaire. Il a promis des week-ends partagés. Les promesses sont gratuites. Les tenir coûte quelque chose. Jason payait rarement à l'heure. Parfois, 6 mois se coulaient sans un seul versement. Chaque excuse semblait répétée à l'avance, les affaires tournaient au ralenti. Son camion était en panne, des dépenses imprévues. Il rattraperait ça plus tard. Le « plus tard » n'arrivait que très rarement. Pendant ce temps, Ethan apprit à ne plus guetter par la fenêtre du salon un vendredi sur 2. Au début, il demandait « Est-ce que papa vient ?» Finalement, il cessa de poser la question. Les enfants ont une façon déchirante de s'adapter aux déceptions. Ma grand-mère voyait tout. Elle n'a jamais critiqué Jason devant Ethan. Pas une seule fois. À la place, elle m'aidait discrètement. Quand Ethan a eu besoin de lunettes, la facture a fini par disparaître. Quand le lave-linge est tombé en panne, un tout neuf est apparu. Quand je m'inquiétais pour l'épargne universitaire, elle se contentait de sourire. Ne t'endette pas avec les soucis de demain. Je ne demandais jamais d'où venait l'argent. Je le savais déjà. Puis, un mardi matin pluvieux, j'ai reçu l'appel que je redoutais depuis des années. Il venait du centre médical Saint-Matthews. Madame Brox avait eu un accident vasculaire cérébral massif. À mon arrivée, elle était éveillée, à peine. La chambre sentait l'antiseptique et la lotion à la lavande. Elle a cherché ma main. Sa poignée de main semblait incroyablement faible. Claire. Je suis là. Grand-maman. Elle a regardé vers Ethan. Il s'est approché du lit et a enlacé ses mains autour des siennes. Elle a souri, ce même sourire paisible qu'elle avait arboré toute ma vie. Tu es devenue exactement celle que j'espérais. Puis elle a regardé Ethan, sois bon. Travaille dur et ne laisse jamais l'argent décider de qui tu es. Ce furent ses derniers mots. Elle s'éteignit ce soir-là. Les funérailles rassemblèrent des centaines de personnes, anciens employés, voisins. Amis de l'église, anciens combattants qu'elle avait discrètement aidés pendant des années. Bénéficiaires de bourses dont aucun de nous ne soupçonnait l'existence. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Grand-maman n'avait pas passé sa fortune à collectionner des objets. Elle l'avait passé à collectionner des gens reconnaissants. Une semaine plus tard, notre famille s'est réunie au cabinet de son avocat pour la lecture du testament. L'atmosphère était lourde. Tout le monde supposait que l'empire immobilier serait partagé entre cousins. Œuvre de charité et parents éloignés. Je ne m'attendais à rien. Honnêtement, je ne voulais rien. J'avais déjà l'impression d'avoir hérité de la meilleure part d'elle-même. Puis l'avocat Harold Benson s'éclaircit la gorge. Il y a un dernier fidéicommis. La pièce devint silencieuse. Ce fidéicommis est établi exclusivement pour l'arrière-petit-fils d'Eleanor Brox. Ethan Dawson. Toutes les têtes se tournèrent vers mon fils. Quelqu'un poussa un sursaut, je crois que c'était ma tante. Monsieur Benson continua, les fonds contiennent des actifs actuellement évalués à environ 7 millions de dollars. Les fonds ne peuvent être consultés par aucun parent, tuteur, conjoint ou membre de la famille élargie. Ils seront gérés par des professionnels jusqu'à ce qu'Ethan atteigne l'âge de 30 ans. Avec des distributions limitées uniquement à l'éducation, aux soins de santé, au logement et aux besoins extraordinaires de la vie, sous réserve de l'approbation du fiduciaire. Grand-maman avait pensé à tout, à chaque faille possible, à chaque tentation possible. Puis Monsieur Benson me tendit une enveloppe cachetée. Madame Brox a demandé que vous soyez la seule à lire ceci. Je l'ai glissé dans mon sac à main sans l'ouvrir. Je ne pouvais pas. Pas ici. Pas encore. Alors qu'Ethan et moi marchions vers le parking, je me sentais étrangement en paix. Grand-maman le protégeait encore, même après sa mort. 3 jours plus tard, un huissier frappa à ma porte d'entrée. Il me tendit une épaisse enveloppe.
J'ai reconnu le nom de Jason avant d'avoir fini de lire la première page. Il intentait un procès pour obtenir le contrôle de l'héritage d'Ethan. Et soudain, j'ai compris exactement pourquoi grand-maman avait protégé chaque dollar. J'ai fixé l'assignation pendant près d'1 heure avant de trouver la force d'en parler à Ethan. L'enveloppe était ouverte sur la table de la cuisine tandis que le gratin de poulet que j'avais préparé pour le dîner refroidissait lentement. Dehors, le soleil du Texas se couchait derrière les chênes de notre jardin, peignant tout d'une chaude lumière orangée. Cela aurait dû être un mardi soir ordinaire. Au lieu de cela, j'avais l'impression que quelqu'un avait arraché la porte d'entrée de ses gonds et invité les ennuis à s'installer. Le procès ne demandait pas seulement au tribunal de revoir le testament de grand-maman. Jason demandait au juge de le nommer cofiduciaire de l'héritage d'Ethan. Selon le dossier, j'étais financièrement inexpérimenté et émotionnellement incapable de prendre des décisions objectives concernant des actifs substantiels. J'ai failli rire. Puis je me suis rappelé que ce n'était pas une blague. Quelqu'un avait réellement tapé ces mots, les avait imprimés et les avait déposés dans un tribunal. Mon téléphone vibra. Jason. Pendant un moment, j'ai envisagé d'ignorer l'appel. Finalement, j'ai décroché. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix semblait étrangement enjouée. « Claire, je me suis dit que tu avais dû recevoir les documents. »« Tu veux dire le procès ?»« Ce n'est pas personnel. » J'ai laissé échapper un bref rire. « Tu as abandonné ton fils pendant des années. Maintenant, tu lui fais un procès. Explique-moi exactement quelle partie n'est pas personnelle. » Il soupira théâtralement. « Tu déformes toujours tout. » Je n'ai rien déformé du tout. Écoute, continua-t-il. 7,7 millions de dollars, ça change une vie. Quelqu'un doit protéger ça. Je suis d'accord. Bien. C'est exactement pour cela que grand-maman l'a placé dans un fidéicommis professionnel. Silence. Puis son ton durcit. Tu sais. Un gamin n'a pas besoin de tout cet argent. Ce n'est pas ton argent. Il appartient à mon fils. Notre fils ? Le tribunal décidera. Il raccrocha avant que je ne puisse répondre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Tous les scénarios possibles se sont bousculés dans ma tête. Non pas parce que je pensais que Jason méritait cet argent, il ne le méritait pas. Mais parce que les procès coûtent cher. Le stress coûte cher. La peur coûte cher. Même quand on a raison. Le lendemain matin, j'ai appelé Harold Benson, l'avocat de grand-maman. Sa secrétaire me transféra immédiatement. « Je m'attendais à votre appel. » dit-il. « Vous saviez qu'il attaquerait en justice ? » Je me doutais. « Vous n'avez pas l'air surpris. » Je ne le suis pas. Il marqua une pause. Eleanor s'y est préparée il y a des années. Je me suis adossé dans mon fauteuil de bureau. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pourquoi ? Vous pouvez passer cet après-midi ? Le bureau de M. Benson surplombait le centre-ville de Fort Worth. Il sentait exactement ce qu'il avait toujours senti, le vieux cuir, le café, le papier frais. Il me fit signe de m'asseoir avant d'ouvrir un épais classeur à soufflet. Du tiroir du fond. Il sortit un grand dossier accordéon portant l'écriture de ma grand-mère sur le devant, Ethan. Ce seul mot me serra la gorge. Monsieur Benson posa le dossier sur son bureau. Votre grand-mère m'a ordonné de ne pas vous montrer ceci à moins que quelqu'un ne conteste le fidéicommis. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement classés s'étalant sur près de 12 ans. Reçus, lettres, chèques encaissés, factures médicales,
paiement de frais de scolarité, carte d'anniversaire, photographies, et même des pages de journal intime écrites à la main. Qu'est-ce que tout cela? Eleanor a documenté chaque contribution significative qu'elle a apportée à la vie d'Ethan. Je l'ai regardée. Confuse. Pourquoi? Parce qu'elle croyait que quelqu'un pourrait un jour prétendre qu'il avait toujours été présent. Il glissa un bloc-notes jaune vers moi. Chaque page contenait des dates. Chaque pension alimentaire impayée. Chaque dépense d'urgence ignorée par Jason. Chaque fois que grand-maman était intervenue discrètement. Les notes remontaient à plus d'une décennie. 14 mars, Jason a raté son versement. Paiement de l'orthodontiste. 3 août, la transmission de Claire a lâché. Achat d'un véhicule de remplacement. 22 décembre, Jason a annulé sa visite de Noël. Organisation d'un dîner de Noël à la place. Ce n'était pas de l'amertume. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement des faits. Ma grand-mère avait tenu des journaux intimes en silence parce qu'elle comprenait quelque chose que je n'avais jamais saisi, la vérité devient plus forte lorsqu'elle est documentée. Je n'avais aucune idée qu'elle gardait tout cela. Dis-je. M. Benson sourit doucement. La plupart des gens non plus. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Ethan était assis sur le porche. Il avait son gant de baseball à côté de lui. D'habitude, nous lançons la balle avant le dîner. Au lieu de cela, il avait l'air inhabituellement sérieux. Maman? Oui. Je peux te poser une question? Toujours. Il hésita. Pourquoi papa veut-il me voir tout d'un coup? Je me suis assise à côté de lui. Il n'y a pas de livre de parentalité en Amérique qui prépare à des moments comme celui-ci. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je crois que je sais, coupa-t-il. Mon cœur se serra. Il n'est venu à aucun de mes matchs. Non. Il a oublié mon anniversaire 2 fois. Oui. Il ne savait même pas que j'avais changé d'école. Non. Il baissa les yeux vers les planches du porche. Je crois qu'il aime l'argent plus que moi. Les enfants ont une façon bouleversante de dire tout ce que les adultes mettent des années à taire. J'ai enlacé ses épaules. Je suis désolé. Il haussa les épaules. Ce n'est pas ta faute. Je sais. J'aimerais juste. Il s'arrêta. Quoi? J'aimerais que grand-maman soit encore là. Moi aussi. Nous sommes restés assis là jusqu'au coucher du soleil sans dire un autre mot. Jason n'attendit pas longtemps avant de commencer son numéro. En l'espace de quelques jours, Ethan commença à recevoir des cadeaux hors de prix. Un nouvel ordinateur portable de gaming, des baskets de marque, un VTT onéreux. Chaque colis comprenait des notes manuscrites, avec tout mon amour, papa. Le mot « amour » me parut presque offensant. Pendant 12 ans, l'amour avait apparemment été indisponible. Maintenant, il arrivait par livraison express. J'ai renvoyé tous les cadeaux sans les ouvrir. L'avocat de Jason m'a immédiatement accusé de nuire à leur relation. Pendant ce temps, Jason se mit à publier des photos en ligne des clichés datant de plusieurs années. De vieilles fêtes d'anniversaire, des souvenirs de vacances, dont les légendes affirmaient qu'il avait toujours été un père dévoué. Des gens qui ne nous connaissaient pas crurent chaque mot. Des amis d'enfance laissèrent des commentaires du genre. Accroche-toi. Les pères ont des droits aussi. Je prie pour votre famille. J'avais envie de répondre en listant 12 ans d'anniversaires oubliés. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse, car grand-maman m'avait toujours enseigné une chose.
Lorsque les gens font le show pour un public, ils finissent par oublier que la vérité continue de regarder. Puis vint l'appel de la mère de Jason. Linda Dawson, la femme qui avait vu Ethan exactement 4 fois en 12 ans. J'ai failli ne pas répondre. Je pense qu'on est assez grand pour régler ça en adulte, dit-elle. Je t'écoute. Jason a une idée. J'en suis sûr. Si tu acceptes de le laisser gérer le fidéicommis conjointement, nous arrêterons le procès. J'ai ri. Pas poliment, pas gentiment. Un vrai rire d'incrédulité. Linda. Me demandes-tu vraiment de confier l'héritage de mon fils à l'homme qui ne pouvait pas se souvenir de son anniversaire? Tu exagères toujours. Je tiens un calendrier. Les enfants ont besoin de père. C'est le cas. Alors laisse Jason aider. Il peut commencer par payer la pension alimentaire qu'il doit toujours. Silence. Puis elle baissa la voix, tu sais. Claire? L'argent change les gens. J'ai répondu sans réfléchir, non. Il les révèle. Elle raccrocha. Une semaine plus tard. Mon avocat appela. J'ai une bonne nouvelle. J'en aurais bien besoin. Nous avons reçu la divulgation financière de Jason. Alors? Il n'est pas aussi riche qu'il le prétend? Disons qu'il a d'importantes dettes professionnelles. À quel point importantes? Il siffla doucement. Assez pour que 7,7 millions de dollars résolvent tous ses problèmes. Soudain, tout prit un sens. Il ne s'agissait pas d'Ethan. Il ne s'agissait pas de paternité. Il ne s'agissait même pas de famille. Il s'agissait de dette. Aux yeux de Jason, l'héritage n'était pas une bénédiction. C'était un plan de sauvetage. Ce soir-là, avant d'aller me coucher, j'ai enfin ouvert la lettre cachetée que grand-maman m'avait laissée. Une seule phrase était soulignée. Le jour où quelqu'un valorisera Ethan plus pour son héritage que pour son cœur, tu sauras exactement qui il est. Des larmes brouillèrent l'encre. Grand-maman n'avait pas seulement prédit le procès, elle avait prédit les personnes se cachant derrière. Et pour la première fois depuis la réception de ces documents judiciaires, j'ai cessé d'avoir peur. Car je réalisais une chose, Jason avait l'argent de son côté. J'avais la vérité. Et la vérité a une remarquable façon de survivre au contre-interrogatoire. Les gens comme Jason croient généralement que l'assurance équivaut à la crédibilité. Pendant un moment, cela a presque fonctionné. Ses publications sur les réseaux sociaux continuaient d'attirer la sympathie. Des amis de longue date à qui je n'avais pas parlé depuis des années consultèrent soudain mon profil en ligne. Des parents éloignés appelèrent pour demander si je tenais vraiment Ethan éloigné de son père. Cela me stupéfiait de voir à quel point une histoire soigneusement éditée pouvait voyager vite. Une photo souriante, une légende émouvante, un demi-mensonge. Il n'en fallait pas plus. La vraie vérité, en revanche, était enfouie au cœur de 12 années de vie ordinaire. Elle n'avait rien d'excitant. Elle n'avait rien de dramatique. Elle vivait dans les dossiers pédiatriques, les reçus d'épicerie, les autorisations de sortie scolaire, les factures de services publics en retard et les fièvres nocturnes, le genre de preuve que personne ne publie en ligne. 2 semaines avant la première audience, mon avocat, Michael Harris, appela. Nous avons des dépositions prévues. J'ai fermé le tableur sur lequel je travaillais. Jason aussi? Oui. Bien. Michael hésita. Claire. Quoi? Je veux que vous vous rappeliez d'une chose.
J'écoute. Ne vous disputez pas avec lui. J'ai ri doucement. C'est plus facile maintenant qu'avant. Je suis sérieux. Il va probablement essayer de vous provoquer. Je sais. Répondez uniquement à ce qu'on vous demande. Je le ferai. Et n'essayez d'impressionner personne. Je ne le fais jamais. Souris-je. C'est exactement pour cela que les juges vous aiment bien. Lundi matin arriva sous un ciel gris et une pluie persistante. La déposition eut lieu dans une salle de réunion plutôt que dans une salle d'audience, pas de jury. Pas de spectateurs, juste les avocats, un sténographe, Jason et moi. Jason avait changé. Toujours son costume de marque, toujours ses chaussures cirées. Mais il y avait sous ses yeux de vagues cernes dont je ne me souvenais pas. Les dettes vieillissent les gens, tout comme le fait de faire semblant. Son avocat commença doucement, Madame Dawson. C'est Brooks maintenant. Ai-je corrigé? J'ai repris mon nom de jeune fille après le divorce. Il hocha la tête. Madame Brooks, avez-vous déjà tenté de nuire à la relation de Monsieur Dawson avec Ethan? Non. Avez-vous déjà refusé un droit de visite? Non. Donc vous dites que chaque visite manquée était entièrement la décision de M. Dawson? Oui. Jason se pencha en avant. C'est ridicule. Michael prit immédiatement la parole, veuillez laisser la plaignante terminer. Jason se rassit. Visiblement irrité. Son avocat continua, pouvez-vous le prouver? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas à le faire. Michael glissa plusieurs dossiers sur la table. Mon client a apporté des documents. L'avocat ouvrit le premier dossier. Chaque visite programmée, chaque annulation, chaque SMS, chaque email sans réponse. Chaque vacance manquée, organisée par date. Jason fronça les sourcils. Je ne me rappelle pas la moitié de ça. Moi oui. Ai-je répondu calmement. Parce que je l'avais vécu. Le questionnement se déplaça vers les finances. Madame Brooks, n'est-il pas vrai que votre grand-mère vous a fréquemment soutenu financièrement? Oui. Vous étiez donc dépendante d'elle? Non. J'ai accepté l'aide qu'elle offrait librement. Quelle est la différence? La différence. C'est que la dépendance attend. L'amour donne. Le sténographe s'arrêta de taper pendant une fraction de seconde avant de continuer. Michael sourit sans dire un mot. Puis Jason témoigna. L'écouter donnait l'impression d'entendre quelqu'un décrire une toute autre famille. J'ai toujours voulu être impliqué. J'ai tendu la main à plusieurs reprises. Claire a tout rendu. Difficile. Je n'ai jamais eu une chance équitable. Pendant quelques instants, j'ai failli douter de ma propre mémoire. Le gaslighting fonctionne précisément parce qu'il force les gens à reconsidérer la réalité. Puis Michael se leva. Monsieur Dawson, vous avez témoigné que vous aviez constamment tenté de rester impliqué. Absolument. Michael lui tendit un document. Veuillez identifier la pièce 27. Jason baissa les yeux. Je ne sais pas. C'est votre email. Il continua à lire. Son visage changea lentement. L'email datait de 11 ans plus tôt. Objet, je ne peux plus faire ça. Michael lut à voix haute, Claire. Je ne veux pas de la responsabilité d'élever un enfant.
Ne me contacte pas à moins que ce ne soit une urgence. Jason déglutit. Michael lui tendit une autre page, la pièce 28, un autre email, une autre année, une autre excuse. Puis un autre, et encore un autre. Chacun provenait directement de Jason. Chacun le distançait volontairement d'Ethan. Personne ne l'avait forcé. Personne ne l'avait manipulé. Il avait documenté sa propre absence. Une semaine plus tard, nous avons revu Harold Benson. Cette fois, il apporta plusieurs boîtes de rangement. J'ai trouvé d'autres documents qu'Eleanor m'a demandé de préserver. Il y en a plus. Hocha-t-il la tête. Beaucoup plus. À l'intérieur se trouvaient des photos d'anniversaire, des cartes de Noël. Des récompenses scolaires, des certificats d'exposition scientifique. Chacun d'eux comportait des notes manuscrites de grand-maman. Une photo attira immédiatement mon attention, Ethan se tenait fièrement. Tenant un ruban de première place pour un projet d'histoire de 4e année. Grand-maman avait écrit au dos. Jason n'est pas venu. Claire a crié assez fort pour les deux parents. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de ces mots. Elle ne le jugeait pas, elle avait simplement consigné la réalité. Michael décida d'interroger l'ancienne directrice d'école élémentaire d'Ethan. Madame Reynolds avait pris sa retraite l'année précédente. Elle nous accueillit chez elle avec du thé glacé et des biscuits faits maison. Je me souviens très bien d'Ethan. Sourit-elle. Un enfant merveilleux. Michael demanda gentiment, M. Dawson a-t-il participé aux activités scolaires? Madame Reynolds réfléchit pendant plusieurs secondes. Je ne me souviens honnêtement pas l'avoir rencontré. Et Madame Brox? Elle rit chaleureusement. Oh, je voyais Claire constamment, conférences de parents, journées de bénévolat. Foire aux livres, voyage scolaire. Et Eleanor. La plus douce arrière-grand-mère que j'ai jamais rencontrée. Elle me regarda. Ils n'ont jamais rien manqué d'important. J'ai soudain réalisé une chose, les gens que Jason espérait voir oubliés n'avaient rien oublié. Tout le monde ne nous a pas soutenus. La mère de Jason commença à appeler d'anciens voisins en leur demandant de fournir des déclarations. Un voisin me contacta plus tard. Linda voulait que je dise que Jason venait plus souvent qu'il ne le faisait en réalité. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Merci. Il rit. Claire? Ça fait 10 ans que je vis en face de chez vous. Je sais qui a tondu cette pelouse. Je sais qui a réparé le vélo d'Ethan. Je sais qui s'est assis sur ce perchoir après ses opérations. Ce n'était pas Jason. Les petites communautés se souviennent des choses. En particulier de la gentillesse ordinaire. 3 jours avant l'audience, Michael m'invita dans son bureau. Il étala tout sur sa table de conférence, des dizaines de classeurs organisés, dossiers médicaux. État financier, registre de fréquentation scolaire, historique des pensions alimentaires. Déclaration de revenus, journaux intimes de grand-maman, attestation de témoins, photographie. Email, SMS. J'ai fixé la montagne de papier. Ça a l'air accablant. Ça devrait. Sourit-il. Cela représente 12 ans. Je l'ai regardé. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Non. Alors pourquoi tout apporter? Parce que l'autre partie a bâti son dossier sur des opinions. Il posa doucement sa main sur le classeur le plus proche. Nous avons bâti le nôtre sur des preuves. Il y avait une différence. Et elle était de taille. Ce soir-là. Ethan frappa doucement à la porte de ma chambre. Je peux entrer? Bien sûr.
Il s'assit à côté de moi. Maman? Oui. Et si papa gagnait? La question resta suspendue entre nous. J'ai choisi l'honnêteté, je ne pense pas qu'il gagnera. Mais s'il gagne? J'ai pris sa main. Alors nous continuerons à nous battre. Pour l'argent? J'ai souri. Non. Pour toi. Il hocha lentement la tête. Puis il me surprit, je me fiche de l'argent. Je sais. Je veux juste pas que des gens fassent semblant de m'aimer à cause de ça. Ma gorge se serra. Moi non plus. Le lendemain matin, Michael appela avant le lever du jour. Sa voix portait la confiance sereine que j'avais appris à apprécier. Le juge a examiné les requêtes préliminaires et il veut une audience probatoire complète. C'est une bonne chose? C'est très bon. Pourquoi? Parce que les juges ne demandent des preuves que lorsqu'ils ont l'intention de regarder au-delà du théâtre. Il marqua une pause. Claire, cette affaire est sur le point de devenir très différente. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine où Ethan attendait le bus scolaire. Pour la première fois depuis les funérailles de grand-maman, je l'ai cru. L'audience finale commença exactement à 9 h un jeudi matin frais. À 8 h 30, le couloir devant la salle d'audience 4B était déjà bondé. Des avocats se pressaient en portant des mallettes en cuir. Des familles chuchotaient nerveusement sur des bancs en bois. Un huissier vérifiait le rôle du jour tandis que les gens faisaient la queue devant le poste de sécurité. J'étais réveillé depuis 4 heures. Non pas parce que j'avais encore peur, mais parce que je voulais du temps pour réfléchir. J'ai préparé du café, emballé le déjeuner d'Ethan, les confié à ma sœur avant le lever du jour. Il m'a serré dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude. Tu vas assurer, maman. J'ai souri. J'espère bien. Non. Secoua-t-il la tête. Je le sais. Ainsi, pour quelqu'un qui avait passé 12 ans à regarder des adultes le décevoir. Mon fils était devenu remarquablement doué pour distribuer de l'espoir. Michael me rejoignit à l'extérieur de la salle d'audience. Prête? Aussi prête qu'on puisse l'être. Il me tendit une bouteille d'eau. Aujourd'hui. C'est différent. Je sais. Le juge a déjà lu chaque dossier. Donc il n'y a plus de surprise. Non. C'est une question de crédibilité. Ces mots résonnèrent en moi alors que nous entrions. Jason était déjà assis. Il avait l'air confiant à nouveau, coupe de cheveux fraîche, costume sur mesure bleu marine. Montre en or. Son avocat se tenait à ses côtés, révisant ses notes. Linda Dawson me lança un regard et sourit avec la même expression suffisante qu'elle affichait. Depuis le début du procès. Ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui cherche la justice. C'était celui de quelqu'un qui attend la victoire. Le juge entra précisément à 9 h. Tout le monde se leva. Le juge William Harper siégeait au tribunal de district depuis près de 20 ans. Il n'était pas connu pour ses discours théâtraux. Il était connu pour savoir écouter. C'était parfois bien plus dangereux. Après les formalités. L'avocat de Jason prit la parole le premier. Votre honneur. Cette affaire concerne ultimement la protection d'un enfant mineur. Il parla avec fluidité. Assurance. L'héritage en question est substantiel. Il marqua une pause théâtrale. M.
Dawson cherche simplement à obtenir une autorité égale dans la gestion de l'avenir de son fils. Une autorité égale. L'expression semblait presque noble, jusqu'à ce qu'on se rappelle les 12 années écoulées. L'avocat continua, « Mon client a toujours désiré une relation significative avec Ethan. » Toujours. Ce mot résonna dans ma tête. Toujours. Toujours absent, toujours indisponible, toujours trop occupé, mais bizarrement toujours désiré. Puis il se tourna vers moi. Madame Brox a manifesté à plusieurs reprises de l'hostilité envers Monsieur Dawson. J'ai senti la main rassurante de Michael sur mon bras sous la table. Elle a entravé les efforts de réconciliation. Encore une accusation. Elle a rejeté les cadeaux. Vrai. Elle a découragé la communication. Faux. Notre position est simple, conclut-il en regardant le juge. Un père mérite une voix égale concernant l'avenir de son propre enfant. Puis il s'assit. Jason eut l'air ravi. Linda hocha la tête vers moi comme si tout était déjà joué. Michael se leva sans se presser. Il ne portait qu'un seul dossier, pas la montagne de preuves que nous avions accumulées. Justin. Votre honneur, mon client est d'accord avec la partie adverse sur un point. La salle d'audience devint sensiblement plus calme. Cette affaire concerne la protection d'un enfant. Il ouvrit le dossier. Mais la protection commence par poser une question très simple. Il regarda directement Jason. Qui a réellement protégé Ethan ces 12 dernières années? Silence. Michael ne haussa pas le ton. Il n'en avait pas besoin. Il commença à parcourir la chronologie. Quand Ethan fut hospitalisé pour une pneumonie à l'âge de 3 ans, il brandit les dossiers. Hospitalier, qui est resté la nuit? Claire Brox. Quand Ethan s'est cassé le bras à 8 ans, dossiers médicaux. Claire Brox. Quand les frais de scolarité devaient être payés, relevé bancaire. Claire Brox et Eleanor Brox. Quand il a fallu payer l'appareil dentaire, chèque encaissé. Eleanor Brox. Quand la pension alimentaire a cessé d'arriver, dossier financier. Encore. Encore et encore. Les preuves n'étaient pas émotionnelles. Elles étaient répétitives. Douloureusement répétitives. Chaque document répondait tranquillement à la même question, qui s'est présenté? Pas Jason. L'avocat de Jason se leva pour le contre-interrogatoire. Madame Brox? Oui. Aimez-vous votre fils plus que tout au monde? Oui. Alors? Naturellement. Vous préférez contrôler cet héritage? Je ne le contrôle pas. Vous l'influencez. Non. C'est le fiduciaire. Il fronça les sourcils. Ne bénéficieriez-vous pas financièrement du fidéicommis d'Ethan? Non. En aucune façon. Le fidéicommis l'interdit spécifiquement. Il feuilleta ses papiers. Donc vous n'avez jamais dépensé l'argent hérité d'Ethan? Il n'y a pas d'argent à dépenser. Le juge leva les yeux. Que entendez-vous par là? J'ai répondu calmement. Le fidéicommis n'a pas distribué un seul dollar. Il paie directement les dépenses éducatives et médicales approuvées si nécessaire. Je n'en ai jamais demandé un seul. Le juge Harper hocha la tête pensivement. Cette seule réponse effaçait l'un des plus grands arguments de la partie adverse. Je ne vivais pas au crochet d'Ethan, je payais encore chaque facture moi-même. Puis Jason témoigna, j'ai fait des erreurs. Pour la première fois de la matinée, il parut sincère. Je n'ai pas été le père que j'aurais dû être. Il regarda le juge. Mais les gens méritent une seconde chance.
Personne ne fut en désaccord. Moi non plus. Le problème n'était pas de vouloir une autre chance, le problème, c'était le timing. Je veux simplement m'impliquer maintenant. Continua Jason. Le juge se pencha légèrement en avant, et pourquoi maintenant? Jason hésita. J'ai mûri. Et avant l'héritage. J'essayais. Michael glissa silencieusement un document vers l'huissier. Il atteignit le juge. Le juge Harper ajusta ses lunettes. Ceci semble être votre déclaration financière? Oui. Votre honneur. Elle indique près de 1,3 million de dollars de dettes professionnelles. Jason avala sa salive. Oui. Le juge continua à lire, plusieurs prêts sont actuellement en défaut de paiement. Des difficultés temporaires. Et 3 propriétés font l'objet d'une saisie immobilière. Jason regarda son avocat. Oui. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. La salle d'audience parut soudain beaucoup plus petite. Puis vint le moment que je n'oublierai jamais. Le juge Harper retira ses lunettes. Il croisa les mains, regarda directement Jason. Et posa la question la plus simple de tout le procès, Monsieur Dawson. Quand a été la dernière fois où vous avez investi volontairement dans l'avenir de votre fils avant d'apprendre l'existence de cet héritage? Silence. Pas un silence gêné, un silence dévastateur. Jason cligna des yeux. Regarda son avocat. Regarda sa mère. Puis revint vers le juge. Le juge attendit. Pas d'interruption. Pas de pression. Juste de la patience. Finalement. Jason répondit, je ne m'en rappelle pas. La salle d'audience resta parfaitement immobile. Le juge Harper hocha la tête une fois. Je vois. Puis il posa une autre question. Pouvez-vous identifier une seule dépense éducative que vous avez payée volontairement? Jason ne put pas. Une seule facture médicale? Rien. Une seule activité parascolaire? Pas de réponse. Un seul cadeau d'anniversaire acheté avant que cet héritage ne devienne public? Jason baissa lentement les yeux. Je ne peux pas. Le juge écrivit quelque chose sur son bloc-notes. Aucune expression, juste des notes. Parfois, le silence est plus bruyant qu'un argument. Michael se leva une dernière fois. Votre honneur. Avec la permission du tribunal. Il tendit à l'huissier une enveloppe couleur crème. Harold Benson la reconnut immédiatement. Moi aussi. L'enveloppe contenait la lettre manuscrite originale de ma grand-mère adressée au fiduciaire. Pas la lettre personnelle qu'elle m'avait laissée, mais une autre. Que nul d'entre nous n'avait vue avant ce matin-là. Le juge Harper déplia soigneusement les pages. Il commença à lire en silence. Son expression changea presque immédiatement. Il s'arrêta à mi-chemin et leva les yeux vers Harold Benson. Monsieur Benson, est-ce l'original? Oui. Votre honneur. Le juge reprit sa lecture. Lorsqu'il eut terminé, il posa les pages sur le pupitre avec un soin extraordinaire. Puis il regarda l'ensemble de la salle d'audience. Je souhaite que tout le monde revienne demain matin. Jason fronça les sourcils. Son avocat se leva, Votre honneur, je vais examiner des documents supplémentaires ce soir. Il marqua une pause. Cette lettre soulève des questions qui méritent mûre réflexion. L'huissier annonça la levée de la séance. Les gens se levèrent lentement.
Des conversations éclatèrent dans toute la salle d'audience. Jason se précipita vers son avocat. Linda eut l'air confuse pour la première fois depuis le début du procès. Michael se contenta de sourire. En marchant vers la sortie, j'ai chuchoté, « Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre ?» Il m'a regardé, je l'ignore, mais à en juger par le visage du juge. Je pense que votre grand-mère a peut-être anticipé ce jour encore mieux que nous ne l'imaginions. J'ai à peine fermé l'œil de la nuit. Non pas parce que je m'attendais à perdre, et non pas parce que je m'attendais à gagner. Après des mois de déposition, de documents, d'accusations et de paperasse juridique interminable. J'avais compris quelque chose que je n'avais pas saisi au début du procès, parfois. Le plus dur n'est pas d'attendre la justice. C'est d'attendre que les gens finissent par voir la vérité que l'on vit depuis des années. Je n'arrêtais pas de penser à grand-maman, à sa voix assurée, à sa confiance tranquille. À la façon dont elle n'avait jamais élevé la voix pour prouver qu'elle avait raison. À la place, elle s'était préparée. Elle avait planifié, elle avait documenté. Elle avait eu confiance dans le fait que la vérité finirait par parler d'elle-même. Vers minuit, j'ai rouvert la lettre qu'elle m'avait laissée. Je devais l'avoir lue 20 fois déjà. Près du bas de la page se trouvait une phrase à laquelle je n'avais pas prêté beaucoup d'attention. Auparavant, la justice n'arrive pas toujours rapidement, Claire, mais lorsqu'elle le fait. Assure-toi que ton cœur est encore assez bienveillant pour la recevoir. J'ai fermé la lettre. Pour la première fois depuis des mois, j'ai prié non pas pour gagner, mais simplement pour quitter le tribunal sans devenir la personne amère que Jason croyait déjà que j'étais. La salle d'audience parut différente le lendemain matin. Hier, il y avait de la tension, aujourd'hui, de l'attente. Même les avocats parlaient plus bas que d'habitude. Le juge Harper entra exactement à l'heure. Il avait l'air reposé. Calme. Totalement impénétrable. Une fois que tout le monde fut assis, il prit la lettre manuscrite. J'ai passé plusieurs heures à examiner les documents de planification successorale de Madame Eleanor Brooks. Sa voix était ferme. J'ai également examiné la correspondance qui a été soumise sous pli cacheté. Il marqua une pause. Je crois que des portions de cette lettre devraient faire partie du dossier d'aujourd'hui. Il déplia les pages. La pièce devint parfaitement silencieuse. Le juge Harper commença à lire. Si vous lisez cette lettre, c'est que quelqu'un a probablement pris mon amour pour mon arrière-petit-fils pour une opportunité d'enrichissement personnel. Personne ne bougea. Mon arrière-petit-fils Ethan n'a jamais eu besoin de millions de dollars. Il a eu besoin de stabilité. Il a eu besoin d'honnêteté. Plus que tout, il a eu besoin d'adultes qui placeraient son avenir au-dessus de leurs propres désirs. J'ai senti des larmes monter avant même de réaliser que je pleurais. Le juge Harper continua. Si un parent qui a volontairement abandonné cette responsabilité tente par la suite de contrôler ce fidéicommis, je demande respectueusement au tribunal de ne pas considérer la biologie seule, mais le comportement. De l'autre côté de la salle d'audience, Jason baissa lentement la tête. Son avocat regardait la table sans bouger. Le juge lut un dernier paragraphe. L'argent ne doit jamais devenir une récompense pour l'absence. Si quelqu'un souhaite sincèrement redevenir un parent, qu'il le prouve d'abord par des années d'amour. Pas par un procès. Le juge Harper replia soigneusement la lettre. Personne ne parla. Personne n'en avait besoin. L'avocat de Jason se leva, votre honneur. Il hésita. La lettre reflète l'opinion de Madame Brooks. Le juge Harper hocha la tête, c'est exact. Mais heureusement, ma décision ne se fonde pas sur des opinions. Il souleva plusieurs classeurs. Elle se fonde sur des preuves. Il passa près de 20 minutes à résumer le dossier. 12 années de pensions alimentaires irrégulières, des années de visites manquées. Des dossiers financiers,
des bulletins scolaires, de la documentation médicale, des témoignages de témoins, les journaux intimes de grand-maman. Chaque élément pointait dans la même direction. Le juge Harper regarda directement Jason. Ce tribunal soutient pleinement les parents qui reconstruisent des relations brisées avec leurs enfants. Jason hocha rapidement la tête. Mais cet effort doit commencer par l'enfant, marqua-t-il une pause. Et non par l'héritage de l'enfant. Le silence parut plus lourd que n'importe quel argument. Puis vint le verdict. La requête visant à nommer M. Dawson en tant que cofiduciaire. Il baissa brièvement les yeux. Et rejeté. Jason ferma les yeux. Le fidéicommis existant restera exactement tel qu'il a été rédigé. J'ai doucement expiré, non pas à cause de l'argent, mais parce que les volontés de grand-maman allaient être respectées. Le juge Harper n'avait pas fini. De plus, il consulta un autre document. Le tribunal constate des preuves substantielles que cette action a été initiée principalement pour un gain financier plutôt que dans l'intérêt supérieur de l'enfant mineur. L'avocat de Jason se leva immédiatement, « Votre honneur ». Le juge leva doucement une main, « Je n'ai pas terminé ». Il continua. Monsieur Dawson reste juridiquement responsable de la pension alimentaire impayée précédemment ordonnée par ce tribunal. Il énuméra le montant, avec les intérêts accumulés, il dépassait les $160 000. Jason eut l'air sincèrement choqué. Le juge Harper continua. Il est en outre condamné à rembourser les honoraires d'avocats raisonnables associés à cette action. Linda poussa un hoquet de surprise. Et Jason murmura quelque chose entre ses dents. Enfin, le juge Harper conclut. Le fidéicommis établi par Eleanor Brooks continuera sous une gestion professionnelle indépendante. Exactement comme cela avait été prévu. Il me regarda directement, « Madame Brooks, vous avez honoré les intentions de votre grand-mère. » Puis il tourna son regard vers Jason, « Monsieur Dawson. Si votre objectif est véritablement la réconciliation avec votre fils, commencez par l'extérieur de ce tribunal, et non par l'intérieur. » Le marteau frappa une fois. L'audience était levée. Dehors, des journalistes s'étaient rassemblés. Apparemment, la nouvelle concernant l'héritage exceptionnellement important s'était répandue. Des microphones apparurent presque immédiatement. Madame Brooks. Comment vous sentez-vous? Votre fils va-t-il devenir l'un des plus jeunes millionnaires du Texas? Avez-vous une déclaration? J'ai souri poliment. Oui. Ils se penchèrent plus près. Mon fils n'a pas gagné 7 millions de dollars aujourd'hui. Il a gardé l'avenir que son arrière-grand-mère avait prévu pour lui. Et j'espère que les gens se souviennent que ce n'est pas la même chose. Je les ai remerciés et je me suis éloigné. Alors que Michael et moi traversions le parking du tribunal, il sourit. Vous avez géré ça à la perfection. J'ai appris de grand-maman. Il rit. Ça se voit. Avant d'atteindre ma voiture, quelqu'un m'appela, Claire. Je me suis retourné. Linda Dawson se tenait à quelques mètres de là. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air vieille, non pas faible. Juste fatiguée. La assurance qu'elle avait affichée tout au long du procès avait disparu. J'aimerais qu'on parle. J'ai hoché la tête avec précaution. Michael s'écarta d'une distance respectueuse. Linda croisa les mains. J'ai fait une erreur. J'ai attendu. Je pensais qu'elle s'arrêtait. Je pensais que Jason méritait une autre chance. Il le mérite toujours. Ai-je dit. « » Elle eut l'air surprise. Mais pas avec l'argent.
Avec Ethan, ajouta-t-elle en hochant lentement la tête. Je suppose que tu as raison. Elle regarda en direction du tribunal. J'ai encouragé ce procès. Je sais. Je croyais sincèrement que nous protégions la famille. Répondis-je doucement. La famille n'est pas protégée en prenant un enfant. Elle baissa les yeux. Non. Elle ne l'est pas. Pendant plusieurs instants, nous sommes simplement restés là. Finalement, elle murmura, je ne sais pas si Ethan nous pardonnera un jour. J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on demande une seule fois. C'est quelque chose que l'on gagne un peu à la fois. Elle s'essuya les yeux. Je comprends. J'espère que c'est le cas. Elle hocha la tête une fois et s'éloigna lentement. Je l'ai regardée disparaître dans la foule. Une partie de moi avait envie de se sentir victorieuse, à la place. Je ressentais surtout de la tristesse, car rien de tout cela n'avait eu besoin de se produire. Si Jason avait passé les 12 dernières années à se montrer au lieu de parader, il n'y aurait probablement jamais eu de procès. Quand je suis rentré chez moi cet après-midi-là, Ethan attendait sur le porche. Dès qu'il m'a vu, il a traversé la pelouse en courant. Sa première question ne portait pas sur l'héritage. Elle ne portait pas sur le tribunal. Elle ne portait pas sur l'argent. Il a enlacé ses bras autour de moi et a demandé, « On va bien ?» Je l'ai serré aussi fort que possible. Oui. J'ai souri à travers mes larmes. On va même plus que bien. Pour la première fois depuis les funérailles de grand-maman. Je l'ai vraiment cru. Les gens s'imaginent qu'à la fin d'une bataille judiciaire, la vie devient immédiatement paisible. Ce n'est pas le cas. Les décisions de justice et les affaires juridiques serrées ne guérissent pas instantanément les familles brisées. Le lundi suivant l'audience, mon réveil a quand même sonné à 6h30. J'ai quand même préparé le déjeuner d'Ethan. Je me suis quand même arrêté à la même station-service pour prendre mon café. J'ai quand même conduit jusqu'à l'entreprise de plomberie où les factures, les rapports de paie et les photocopieuses en panne m'attendaient exactement comme avant que 7 millions de dollars n'entrent dans notre vie. Il y avait quelque chose de étrangement réconfortant là-dedans. Pendant des mois, j'avais eu l'impression que chaque conversation tournait autour de l'argent. Je pouvais enfin me concentrer à nouveau sur des choses ordinaires et l'ordinaire ressemblait soudain à un luxe. L'entreprise fiduciaire chargée de gérer l'héritage d'Ethan nous a invités dans ses bureaux quelques semaines plus tard. La salle de réunion surplombait le centre-ville de Fort Worth. Une conseillère financière nommée Suzanne nous accueillit avec un sourire chaleureux. Elle ne s'intéressait pas aux promesses tape à accent grave-l'œil. À la place, elle s'adressa directement à Ethan. Cet argent n'est pas là pour te rendre la vie facile. Il eut l'air confus, il ne l'est pas? Elle sourit, non. Il est là pour s'assurer que les opportunités ne te soient pas retirées. Elle expliqua comment fonctionnait le fidéicommis, frais de scolarité, dépenses médicales. Logement d'urgence si la vie prenait un tournant inattendu. Distribution responsable lorsqu'il serait plus âgé et pas de voiture de sport à 18 ans. Pas de dépenses illimitées, pas de chèque géant. Grand-maman avait pensé à tout. En quittant le bureau, Ethan eut l'air inhabituellement silencieux. « À quoi tu penses ?» ai-je demandé. Je pense que grand-maman était plus intelligente que tout le monde. J'ai ri. Je le dis depuis des années. Il a souri, je finis par te croire. La vie est lentement retournée à la normale, entraînement de football, devoirs, course du samedi. Église le dimanche. Soirée cinéma avec du pop-corn qui semblait toujours finir par se répandre sur le tapis du salon. L'héritage a cessé d'être évoqué. C'était exactement ce que je voulais. Je refusais de laisser l'argent devenir l'identité d'Ethan. Chaque fois que quelqu'un posait des questions sur le procès,
je me contentais de répondre. Le tribunal a honoré les volontés de ma grand-mère. Puis je changeais de sujet. Certaines personnes avaient l'air déçues. Elles voulaient du drame. J'avais vécu assez de drames. La paix valait bien plus. 3 mois après l'audience, quelque chose d'inattendu se produisit. Jason appela non pas pour se disputer, non pas pour menacer, non pas pour demander de l'argent. Sa voix semblait différente, claire. Oui. Je sais que je ne mérite probablement pas cette conversation. Je suis restée silencieuse. J'ai commencé à voir un conseiller. Cela m'a surprise. J'ai aussi commencé à travailler avec un conseiller financier. Autre surprise. J'ai vendu ma maison au bord du lac. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin d'entendre la suite. La dette était de ma faute. Puis, il prononça les mots que je n'aurais jamais pensé entendre. Je ne courais pas après Ethan. Je courais après une solution à mes propres problèmes. J'ai fermé les yeux. Je sais. Je me suis convaincu que je le faisais pour lui. Je sais. Mais ce n'était pas le cas. Sa voix se brisa. Je n'attends pas de pardon. Tu ne devrais pas. Je voulais juste. Il marqua une pause. J'aimerais avoir une chance de devenir un meilleur père. Pas un homme plus riche. Pas un tuteur légal, un meilleur père. Pour la première fois depuis le divorce, j'ai cru qu'il était sincère. Non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de ce qu'il ne demandait pas. Il n'avait jamais mentionné l'héritage. J'ai parlé avec Ethan avant de prendre toute décision. Il s'est assis tranquillement à la table de la cuisine pendant que je lui expliquais tout. Qu'en penses-tu? Il fixa son verre de lait. Je ne sais pas. C'est normal. Ça me manque d'avoir un papa. Mon cœur se brisa. Mais je ne veux pas du faux. Moi non plus. Je ne suis pas obligé de me décider aujourd'hui. Absolument pas. Il hocha la tête. On peut commencer doucement? Tout à fait. Alors? Nous l'avons fait. La première réunion dura 30 minutes dans un parc public, pas d'avocat. Pas de décision de justice, juste un père et son fils qui se lançaient une balle de baseball. Jason avait l'air nerveux. Ethan avait l'air prudent. Aucun des deux ne savait exactement quoi dire. C'était très bien ainsi. Les vraies relations ne se reconstruisent pas à coups de grands discours. Elles se reconstruisent à travers des après-midi ordinaires, semaine après semaine. Mois après mois, une promesse tenue à la fois. Linda me surprit également. Quelques semaines plus tard, elle envoya une lettre manuscrite à Ethan, pas un cadeau. Pas d'argent, juste des excuses. Elle admit qu'elle avait passé trop d'années à défendre son fils au lieu de protéger son petit-fils. Elle termina la lettre par une phrase, « Si jamais tu décides de me redonner une chance. Je passerai le reste du temps qu'il me reste à gagner ce privilège. » J'ai tendu la lettre à Ethan. Je ne te dirai pas quoi faire. Il la relut 2 fois, puis la plia soigneusement. Je pense que grand-maman aurait voulu que les gens aient une autre chance. Je pense qu'elle l'aurait voulu aussi. Le pardon ne s'est pas fait du jour au lendemain. La confiance, assurément, non plus. Mais petit à petit. Des murs qui avaient mis des années à s'ériger commencèrent à tomber non pas parce que quelqu'un l'exigeait, mais parce que les gens acceptaient enfin d'assumer la responsabilité de les avoir construits. 6 mois après le procès, Harold Benson nous invita à déjeuner. Il portait une autre enveloppe. Celle-ci n'a rien de juridique.
J'ai souri. Ça me rend nerveuse. Il a ri. Ça ne devrait pas. À l'intérieur se trouvait une copie de la dernière demande caritative de grand-maman. Elle avait discrètement mis de côté une partie de son patrimoine personnel pour créer des bourses d'études destinées aux enfants élevés par des parents célibataires dans le comté de Tarrant. Elle avait nommé le programme le Eleanor Brooks Opportunity Fund. Harold regarda Ethan. Votre arrière-grand-mère espérait que vous aideriez à choisir les futurs bénéficiaires un jour. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Moi? Toi. Il me regarda. On peut? J'ai serré son épaule. Je pense que cela rendrait grand-maman plus heureuse que tout. Au printemps suivant, nous avons assisté à la première cérémonie de remise de bourse de la fondation. 5 finissants ont reçu une aide pour aller à l'université. Une jeune femme serra Ethan dans ses bras après avoir accepté son prix. Je ne connais pas votre arrière-grand-mère, mais grâce à elle, mon avenir est différent. Sur le chemin du retour, Ethan fixa la fenêtre pendant plusieurs miles. Finalement, il prit la parole, je comprends maintenant. Quoi? L'argent? Qu'est-ce qu'il y a avec? Il n'était pas censé me faire me sentir important. Il était censé m'aider à faire en sorte que les autres se sentent pleins d'espoir. J'ai souri. C'est exactement ce que grand-maman croyait. Parfois, les gens me demandent encore si je me sens chanceuse. Je réponds toujours la même chose, non, je me sens reconnaissante. Les gens chanceux tombent par hasard sur des bénédictions. Les gens reconnaissants reconnaissent ceux qui se sont sacrifiés pour les créer. Grand-maman n'a pas laissé à Ethan 7 millions de dollars parce qu'elle voulait qu'il devienne riche. Elle les a légués parce qu'elle voulait qu'il devienne libre de la détresse. Libre de la peur, libre de bâtir une vie fondée sur le caractère plutôt que sur la survie. Quant à moi, je n'ai pas hérité de millions. J'ai hérité de quelque chose de bien plus difficile à bâtir, un modèle de courage. D'intégrité silencieuse, de présence au rendez-vous chaque jour, même quand personne ne regarde. Car, au bout du compte, le plus grand héritage n'était pas caché dans un compte de fidéicommis. Il vivait à l'intérieur des valeurs que grand-maman pratiquait chaque jour ordinaire de sa vie. L'argent a révélé qui était Jason. La grâce lui a offert l'opportunité de devenir quelqu'un de meilleur, et l'amour un amour stable. Patient et fidèle s'est avéré plus fort que l'un et l'autre. Si cette histoire a touché votre cœur, j'espère qu'elle vous rappelle que le plus grand héritage que vous puissiez laisser à vos enfants ne se mesure pas en dollars, mais dans l'exemple que vous donnez chaque jour. Si vous avez déjà vu l'amour triompher de la cupidité ou le pardon surmonter la trahison, j'aimerais que vous partagiez vos réflexions dans les commentaires. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, pensez à vous abonner afin que nous puissions continuer à partager des parcours qui nous rappellent ce qui compte vraiment.